Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors vous l'avez entendu, bien sûr, on est en public. Du coup, on va parler de l'épisode de la semaine, qui parle, lui, de Miséricorde. Mais je sais pas trop si on peut vraiment en avoir avec les scénaristes de cet épisode qui continuent de remplir une saison qui pourtant partait si bien. Mais va-t-elle bien finir? C'est ce qu'on essaiera de savoir ici en direct du festival Les Intergalactiques de Lyon, où nous enregistrons le podcast en public. Là, vous pouvez applaudir. Engage. Question 1. Are you an extraterrestrial life form? Who the hell are you? A friend waiting for you to arrive at this very moment. I know a haunted man when I see one. The things we hold on to, the pieces of emotional shrapnel that drive us all our lives. If we can't contain Girardi, are we gonna have to kill her? Agnes, stop! Working. Alors, bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul. Avec moi, j'ai Mehdi Achouch, donc maître de conférences en cinéma anglophone à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et tu étudies donc le cinéma et les séries de science-fiction, en particulier les représentations du transhumanisme et du progrès à l'écran. C'est bien ça. Donc on a aussi notre capitaine par intérim, Cyril Miquel, qui revient, un créatif lyonnais qui œuvre dans la culture pop depuis un petit moment, créateur des chaînes YouTube Podcast Serial Buster et maintenant Star Trek Historia. Il donne également la réplique tous les mois à Rémi Dedé dans le podcast Trek Historia, où il ramène sa science régulièrement sur le space opéra. Salut Cyril Miquel. Bonjour, et accessoirement, je fais aussi des barbecues le dimanche. Avant de parler de l'épisode de la semaine, on va revenir rapidement sur notre financement participatif pour permettre l'organisation d'une projection événementielle de celui qu'on a élu comme étant le meilleur film Star Trek, c'est-à-dire Star Trek First Contact. Ça sera suivi de l'enregistrement de notre podcast dudit film, d'analyse dudit film devant le public, un peu comme aujourd'hui, mais avec plus de monde. Ça se passera le samedi 10 septembre 2022 à 18h dans le superbe cinéma Club de l'Étoile à Paris. Alors ça va se faire maintenant, on a dépassé les 100% depuis longtemps, on a dépassé le palier des 125%, donc du coup le fanzine qui sera donné gratuitement à tous les contributeurs va être imprimé dans une meilleure qualité. Et maintenant on vise carrément les 170%. Pour organiser plutôt un before, parce qu'en fait on va essayer de louer une salle de réception au cinéma le Club de l'Étoile, pour recevoir donc tous les contributeurs, pour se taper un petit apéro, discuter, etc. Il y aura de nombreux invités, il y aura des acteurs de doublage de Star Trek Lower Decks, il y aura plein de surprises. Donc il nous manque 35%, mais heureusement il nous reste un peu plus de 2 semaines pour y arriver, donc on compte sur vous, évidemment. Alors justement, Mehdi, Cyril Miquel, est-ce qu'on pourra compter sur votre présence ? Bien sûr, évidemment. Est-ce qu'il est vraiment besoin de le préciser? Ouais, mais j'ai pas vu ta contribution encore. Certes, parce que je voulais être celui qui aiderait à faire passer les 200%, histoire de me faire remarquer. Ouais, alors il va falloir donc, vous avez entendu, il faut passer les 200%. Et toi, Cyril Miquel ? J'ai pris 2 billets, pour moi et mon ego. On est bon. Bon super, donc on a hâte, évidemment. Un petit aparté avant de commencer vraiment, vous avez remarqué que Star Trek Prodigy a commencé sur Nickelodeon. Est-ce que vous avez commencé à regarder la série, vous aussi ? Pas encore, mais bientôt. Ok, et toi ? Alors moi, oui, j'ai commencé à regarder, c'est très fruité, c'est très bien. Je suis pas fan du thème évoqué pour le moment, mais je sais que la suite est meilleure, donc je vais m'accrocher. Ouais, t'as regardé combien d'épisodes à peu près ? Légalement ? Tu peux le dire. Alors, j'ai tout regardé déjà, là où ça s'est arrêté aux États-Unis. C'est vrai que la suite est vachement meilleure, mais le début, un peu côté Rémi sans famille de l'espace, est relativement barbant, on l'a déjà vu 10 000 fois, quoi. Par contre, effectivement, ça commence à ouvrir un lore assez peu exploré à l'heure actuelle, à part dans les jeux vidéo sur le Quadrant Delta, et ça amène aussi une touche assez funky sur tout ce qui est extraterrestre. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'extraterrestre, à part pour se moquer. Et donc je trouve que... Tu parles de Tellarides par exemple ? Ouais, et puis je pense qu'on va commencer à avoir un truc qui manquait à Star Trek, un peu ces icônes pour les enfants. Oui. C'est-à-dire ces peluches, on va pouvoir aussi faire plaisir à ses petits-neveux, à ses petits-enfants, avec du Star Trek qui fait pas peur. Offrir une peluche Klingon, ça peut occasionner des terreurs nocturnes et je le comprends. Voilà. Là, offrir une peluche Prodigy, ça sera vachement plus cool, quoi. Et en plus, c'est la première fois qu'on a un équipage 100% pas humain. Donc c'est vrai qu'au niveau du chara-design des personnages, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est super joli en termes d'images de synthèse, d'animation, musique.
La musique est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, la nana qui compose, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais la nana qui compose donc la bande originale de Star Trek Prodigy, ça sera la même qui va travailler sur Star Trek Strange New Worlds. Donc ça montre la confiance qui lui a été donnée parce qu'elle effectivement elle a fait un travail de qualité là-dessus. Alors donc on va parler maintenant de Star Trek Picard. Donc on va commencer donc par toi, Cyril Michael. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 jusqu'à maintenant? Déjà, je voulais parler du générique que je trouve super bien fait. Le générique, je trouve que depuis En image? Ouais, et puis même en musique, je sais pas si tu as fait gaffe à la musique est déstructurée un peu comme l'histoire, le passé. Le thème de la saison 1 est complètement remodifié et du coup ça met dans l'ambiance tout de suite. Et puis je trouve qu'il y a un effort qui est appliqué au générique qui nous change. Les génériques étaient beaux de Star Trek, mais c'était plan-plan, quoi. Là, il y a un vrai travail qui est fait depuis Discovery sur les génériques. Qu'est-ce que je pense de cette saison 2 de Picard? Je pense qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, beaucoup de ta gueule c'est magique, ce qui peut être des fois un peu gênant, surtout pour un univers de science-fiction au passage, on n'est pas Star Wars ici. Et non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on continue à explorer certains personnages comme Seven of Nine qui sont devenus charismatiques, que les petits nouveaux arrivent à Qui s'imposer. sont devenus, elle a toujours été charismatique. Ah, c'est le moins qu'on puisse Elle dire. est passée de playmate à charismatique sur la fin de saison. Non, là. Bon, on sera pas d'accord là-dessus. Elle a toujours été super. On ne sera pas d'accord là-dessus. Mais voilà, là, elle a un rôle qui est vraiment très profond. En plus, on la voit évoluer. Après, j'ai l'impression qu'ils oublient plein de trucs qu'ils ont déjà vécu. C'est très chiant. Et juste pour dire, les personnages secondaires, on arrive à s'imposer aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à s'attacher à eux. Par exemple, un des gros défauts qu'on fait souvent à Discovery, c'est qu'on n'arrive pas à s'attacher aux personnages secondaires. Mais Là, attends, on n'arrive même pas à s'attacher aux personnages principaux. Principal. Là, on arrive à s'attacher à tout le monde et à vouloir savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et comment est-ce qu'ils vont résoudre les problématiques qui arrivent. Cette saison, je vais mettre les pieds dans le plat. On sent aussi que Patrick Stewart commence à vieillir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des scènes qu'il fait, il est assis. Ou souvent, ouais. Et donc, ça donne aussi un aspect dans les dialogues plus recherchés, des choses intéressantes. Moi, j'adore le personnage de Q, donc je suis super ravi de le retrouver. Bon, après, à part le fait qu'il y ait des facilités scénaristiques, je l'ai déjà dit, j'ai rien à dire. C'est un bon divertissement pour le moment. Par contre, évite de taper sur la table. Oui, je sais, mais je suis en colère. Voilà, j'ai bien fait saturer, là, d'accord. Parce que ça s'entend. Mets tes mains dans le dos. Voilà. Mais ça, c'est ce soir, quand on sera tous les deux. Et toi, Mehdi, alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de cette saison 2 de Star Trek Picard? Alors écoute, pas forcément beaucoup de bien, je dois dire. J'étais intéressé, interpellé au début de la saison par, quand ils arrivent à Los Angeles, l'aspect presque social sur l'immigration clandestine. Je trouvais ça intéressant. Moi, je suis un grand fan de Star Trek 4, quand il remonte le temps en 1984, et ça rappelle beaucoup ce film, donc j'étais assez content. 86, pardon. Attention. Et ça me rappelait beaucoup ce film, et je trouvais intéressant d'en profiter pour faire un commentaire sur notre société. Voilà, ces gens qui viennent de cette utopie futuriste, qui découvrent notre monde avec cette différence entre les grandes richesses et la pauvreté. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis qui parlent beaucoup quand même d'immigration et de tout le côté inique du système. Je me suis dit, tiens, voilà enfin le thème de la saison. Et quelle déception de me rendre compte que non, finalement, c'était un passage parmi beaucoup d'autres qu'on a laissé derrière nous. Et on est passé à autre chose parce que c'est une série, comme tu disais, de divertissement, une série d'aventure, donc il faut plein de péripéties. En plus, c'est une série qui est coupée par la pub, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de coups de théâtre. On va y revenir, mais il faut beaucoup de coups de théâtre, il faut beaucoup de rebondissements, et donc on n'a pas le temps en fait de s'apesantir, on n'a pas le temps de se concentrer, d'approfondir, parce que il faut de l'aventure, quoi. Voilà, donc je suis un peu déçu que ça a été laissé à l'abandon par la série. Ouais, surtout qu'en fait, ces thèmes thématiques sociales, etc., effectivement, c'est un peu la tarte à la crème, c'est un peu le passage obligé de ce genre d'histoire. Et surtout, elle se raccorde au canon de Star Trek, parce que notamment, il y a un épisode de Star Trek Deep Space Nine qui se passe aussi en 2024 et qui parle justement exactement de ça, en fait, qui avait déjà imaginé une pauvreté grandissante, galopante, et des clodos partout sur la côte ouest des États-Unis. Donc, du coup, il faut quand même bien se dire que le 2024, enfin le 21e siècle ou même la fin du 20e siècle de Star Trek, c'est pas le même que le nôtre, c'est une sorte d'Uchronie. C'est pour ça qu'il y a des choses politiques qui sont différentes ou exacerbées, et au niveau de la technologie, ils se permettent des trucs, quoi. L'univers de Star Trek contemporain, entre guillemets, c'est pas le même que la réalité. Donc ça, il faut déjà l'accepter. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, moi, j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant, même si effectivement c'est un peu un passage obligé. Je trouvais qu'il le faisait plutôt bien, avec des bonnes scènes, quoi, qui résumaient bien la situation, en fait.
tu l'as dit, c'est un passage obligé en fait. Ils se sont sentis obligés d'en parler, d'en traiter pour pouvoir passer à autre chose. Or, j'aurais aimé que finalement ce soit un vrai thème, une vraie thématique et pas simplement un passage obligé parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à faire que ce qui simplement ils ont fait. Donc c'est déjà bien de l'avoir montré, mais pour moi, c'est pas suffisant. Oui, en fait, ils sont juste dans le constat, quoi. Il y a pas de, c'est pas comme dans Star Trek 4 où effectivement il y a un message écologique qui est clair et fort et qui trouve son apothéose sur la fin. Et là, pour l'instant, c'est vrai que ça reste presque du remplissage en fait. Par rapport à la saison 1, qui avait quand même une thématique très post-Brexit, et puis crise des migrants, je trouve que maintenant les thèmes un peu politiques, qui était un angle fort, qui était en plus un pari dangereux de le faire à la saison 1, d'arriver sur des thématiques clivantes comme ça. Bah là, c'est vrai que le côté immigration était passé tout à fait à côté, ségrégation raciale aussi, quoi. Sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, pour ceux qui nous écoutent, Star Trek, ce futur-là du 21e siècle, il est imaginé en 1969. Donc forcément, là on est en train de faire, par exemple, dans ces épisodes d'hier, on est en train de faire appel en plus aux guerres eugéniques, qui vont pas tarder à arriver. Et c'est vrai que c'est toujours flou. Moi, on n'a jamais vraiment très bien compris, mais les guerres eugéniques, normalement, elles sont arrivées à la fin des années 90, et ça serait le point de départ en effet domino sur le long terme, qui déboucherait sur la Troisième Guerre mondiale, qui arrive en 2026, si je me souviens. Ouais, mais Voyager avait corrigé ça, notamment parce qu'en 96, quand ils font le voyage dans le temps aussi, 96, et qu'ils introduisent la deuxième révolution informatique, ils balayent ça en disant c'est pas tout de suite les guerres eugéniques, quoi. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, je disais tout à l'heure que l'univers, la fin du XXe siècle, le début du XXIe, vu dans Star Trek, c'est pas le nôtre du tout, quoi. Il est vraiment, c'est presque une uchronie, quoi. Et en fait, quelque part, dans Star Trek Picard, on sent que cette uchronie, elle fusionne un petit peu quand même avec notre propre réalité. Oui, et puis quand on a été une fois à Los Angeles, on a vu tous les SDF qui sont là-bas, autour du parc dans lequel ils vont justement. Donc ça, c'est la réalité, c'est notre réalité, c'est la vraie réalité aujourd'hui. Donc c'était intéressant de voir Star Trek qui parle de notre réalité aujourd'hui et qui a quelque chose à dire à ce sujet-là, en fait. Et surtout qui, en fait, cette époque de 2024 a été imaginée dans Star Trek Space Nine, donc si je me souviens bien, genre en 1994. C'était la saison 2 de Deep Space Nine. Et de voir qu'effectivement, maintenant qu'on y est pour de vrai, oui, en fait, c'est ça. Juste pour information, quand on va dans ce parc, il y a des milliers de personnes, des milliers qui dorment là-bas toutes les nuits. Dans des tentes, ouais. Dans des tentes ou à même le sol. Toutes les nuits avec parce que les loyers sont trop chers et parce que il y a tout un système qui fait que les gens n'arrivent plus à se loger et que ça devient très très grave là-bas. Le jour, ils disparaissent plus ou moins, mais la nuit, il y a des dizaines de milliers de gens qui sortent dans différents parcs dans la rue et quand on est là et qu'on assiste à ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est la scène où Raffi arrive, c'est dans l'épisode 3. C'est plutôt bien montré, quoi. Et c'est super. Donc on va parler de l'épisode 8. On va passer donc directement dans la zone spoiler. Red alert. I got a lady friend with a city. Shoots me an email anytime something odd pops up on the CCTV. Like when someone shimmers into existence on a downtown street. Drop your image into our database, and boom! One of 6 known trespassers at the Europa Gala. I put this all together, I think, why would aliens crash a gala for a space mission? You don't seem like the kind of guy they send in to break terrorists. Not getting FBI's top interrogator vibes. Something else put you in that chair? Tell me, Agent Wells. What makes you the man for this job? Think of me as just a good old-fashioned dedicated civil servant. Work a lot. Don't sleep. Comes in all wrinkled with your huge mug of coffee. I'm a bartender. I've seen your kind before. This is personal. Donc c'est l'épisode Merci, écrit par Mercy, Miséricorde, écrit par Cindy Appel et Kristen Beyer, réalisé par Joe Menendez. On a le lancement de la mission Europa, c'est pour demain en fait dans l'histoire. Picard et Guinan doivent se libérer de la garde à vue du FBI pendant que Seven et Raffi se retrouvent face à face avec Jurati qui se transforme petit à petit en Renborg en cherchant de quoi alimenter ses nanoprods et pouvoir enfin créer donc un nouveau collectif. On va commencer par faire un petit tour de table, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, toi Mehdi. Je sens que tu n'as pas trop aimé. Non, j'ai été très ennuyé par cet épisode je pense que le budget est passé ailleurs.
Au début, fin de saison 3 peut-être, je ne sais pas. Donc ils n'ont pas grand-chose à montrer et pas grand-chose à dire. C'est un épisode intercalaire finalement qui est là pour faire la transition entre des choses plus importantes, me semble-t-il. Alors, c'est pas le seul épisode intercalaire, parce qu'on disait déjà la semaine dernière que c'était déjà le cas, et quand la semaine d'avant. Donc effectivement, comme beaucoup de séries des plateformes de streaming maintenant, on part sur un pitch qui pourrait faire un très bon film de 2h30, puis on l'étale sur 10 heures, quoi, en segmentant ça en 10 épisodes. Et toi, Cyril Michael, toi, t'es un petit peu moins énervé ? Ou pareil ? Non. Après, moi, je prends toujours ça comme un divertissement, donc je le prends pour ce que c'est, quoi. J'attends pas non plus qu'il révolutionne ma façon de penser le monde, quoi. Je suis toujours mal à l'aise avec le fait qu'on s'en foute du lore. La Bible existe de Star Trek, quoi. Elle existe. Donc ils connaissent le lore des personnages, choses comme ça. Et encore une fois, on te rajoute des trucs. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as fait un joli petit schéma que je t'invite à mettre sur Twitter. Mais on t'invente des trucs qui sont là par fainéantise scénaristique, quoi. Tu parles de quoi ? Le fait que Guinan ne se souvienne pas de Picard ? Non, mais ça, c'est pas ça. Mais par exemple, que Guinan, elle a un pouvoir d'ambiguïté, genre Charmed, les sœurs Halliwell, quoi. Non, mais attends. On est d'accord, mais Guinan et les Eloriens, de base, leur concept, il est pété. Il est tout pété, parce que ils peuvent tenir tête, c'est une race extraterrestre qui peut tenir tête au Q. C'est dit dans la nouvelle génération, dans la saison 3. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien que c'est une race qui est toute pétée, quoi. Je veux dire, il faut l'accepter. C'était déjà de base, quoi. Je n'accepte pas. Voilà. Ok. Alors, du coup, oui, l'épisode se découpe en plusieurs parties. Il y a plusieurs grands moments. Donc, le premier qui nous occupe, c'est un peu le prolongement donc, de la fin de l'épisode précédent. Donc, on a Picard et Guinan qui sont face à l'agent Wells, l'agent du FBI. Donc, c'est un peu le Mulder de l'univers de Star Trek. Où en fait, donc, du coup, il les interroge parce que, visiblement, quand il était gamin, il a vécu un traumatisme, comme l'agent Mulder. Donc, il cherche des extraterrestres depuis. Et donc, il y en a ces scènes d'interrogatoire entre lui. Alors, l'acteur est très bon, parce que, bon, on l'a vu dans The Shield, c'est vraiment un bon acteur. Mais bon, il y a une controverse sur ce personnage-là dont on va parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ces scènes-là ? Est-ce que vous n'êtes pas dit, parce que la semaine dernière, on avait Manon qui nous disait « Oh là là, là c'est vraiment du remplissage, quoi. Ils se font arrêter par la police le temps d'un épisode pour être occupés. » Est-ce que ça s'arrête là ? Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que les scènes déjà étaient bonnes ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas ? Oui, non, c'était bien, mais je l'ai vu arriver comme une annulation de série Netflix. On la voit arriver très vite. Enfin, en fait, quand j'ai vu le début de l'épisode où il voit des extraterrestres, je fais allez, Picard, il va deviner qu'il a vu des Vulcains. Voilà, ça y est, c'est torché. Après, ça peut se regarder comme un épisode de Columbo. Comment il va arriver à la logique du il a rencontré des Vulcains, ça s'est mal passé. Encore une fois, avec une pirouette scénaristique. Il n'a pas réfléchi, quoi. Alors qu'on a affaire au capitaine Picard, quoi. Le gars, il est capable de résoudre des enquêtes ou. Là, il l'a résolu plutôt assez vite, parce que ça s'est passé quoi en quelques heures. On lui a soufflé la réponse. C'est vrai. On lui a soufflé la réponse. C'est vrai que Guinan apparaît d'une manière étrange dont on ne comprend pas. Et en plus, je veux dire, allez, tu me diras, elle est arrivée en mode Père Fouras, je te donne une énigme, tu la résous, quoi. Vas-y. Alors qu'elle aurait pu faire une phrase, verbe, sujet, complément. Ouais, en fait, c'est parce que donc Guinan, elle dit à Picard que les humains restent coincés dans le passé parce qu'il y a Q qui lui dit ça. Mais moi, ce que je comprends pas, à la rigueur, c'est d'où elle se dit, ce serait utile que je partage cette information à Picard parce que ça va l'aider à se sortir de l'interrogatoire. Moi, c'est plutôt ça que je me dis. Je trouve que c'est pire. Ben moi, ce qui m'a dérangé, c'est surtout en fait quelque chose que je déteste dans les séries en général, c'est le speechifying. On fait un joli discours et les gens sont convaincus. Et ils vous libèrent. Donc on a un agent du FBI quand même, et en fait il suffit de comprendre d'où il vient, quel est son traumatisme d'enfance, d'en parler, et puis là il est ému. En général il y a une jolie musique derrière, et puis il ouvre la porte et il fait allez-y, c'est bon, je suis de votre côté. Ça m'insupporte depuis des années, même Galactica, série que je vénère, était coupable de ça régulièrement. Il y a plein de séries qui font ça, et moi je n'accepte pas. On parlait de facilité scénaristique, c'est peut-être la plus énorme, la plus inacceptable pour moi, même si c'est traditionnel maintenant et que, a priori, ça fonctionne avec le public. Mais c'est pour moi quelque chose de vraiment insupportable. Et là, c'est vraiment un cas d'école de speechifying. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, on va y revenir. C'est vrai que le traumatisme donc, dont l'agent Wells, donc cet agent du FBI, c'est qu'il a rencontré, étant enfant, donc, des Vulcains, qu'il a cru que ces Vulcains allaient l'agresser parce qu'il voulait faire une fusion mentale donc, pour lui faire effacer ses souvenirs. Ça n'a pas fonctionné, donc du coup, le mec, il est perturbé par ça toute sa vie. Donc, en fait...
par rapport au canon de Star Trek, ça nous ramène à l'épisode Carbon Creek, qui est le deuxième épisode de la saison 2 de Star Trek Enterprise, où en fait un Vulcain, T'Pol, donc la Vulcaine de l'équipage d'Archer, qui raconte l'histoire de sa grand-mère, qui est restée coincée sur Terre suite à un problème avec leur vaisseau et deux autres membres d'équipage. Ils sont cachés dans les années 50 en Pennsylvanie. Et finalement, à la fin de cet épisode, il y a un Vulcain qui décide de rester parce qu'il kiffe en fait l'humanité, quoi. Et il se dit bon, dans 20 ans, donc dans les années 70, il y a un autre vaisseau qui va arriver parce qu'en gros tous les 20 ans, les mecs ils viennent. Ils pourront passer. Donc du coup, ça correspond au flashback de cet agent du FBI. Et donc on peut imaginer que c'est une de ces missions-là sur laquelle ce jeune agent du FBI est tombé. Alors ça, c'est la surface. Moi, je me dis, donc du coup, je suis dans le déni. Je vous le dis tout de suite. Hein. Pour moi, j'ai une théorie qui devrait annuler ton mécontentement, Mehdi. Je pense toujours que c'est l'agent Duncan, de l'agence spatio-temporelle de l'USS Relativity, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est nul à chier, le fait de se dire qu'il y a un agent du FBI, il s'appelle Wells, comme le nom des constitutions des vaisseaux spatio-temporels dont font partie l'USS Relativity, c'est quand même un petit peu gros. Wells comme H.P. Wells, donc, qui a écrit donc, La machine à explorer le temps, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Et c'est joué par le même acteur que dans l'épisode de Star Trek Voyager. Donc c'est quelque chose dont j'ai au moins évoqué dans 3-4 podcasts, donc je vous y renvoie. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup. On ne peut pas se dire que les mecs, ils ne savent pas. La preuve qu'ils savent, c'est qu'ils l'ont appelé Wells. Alors du coup, la conclusion logique qu'on peut avoir quand on regarde cet épisode, c'est se dire comme Laris, c'est l'ancêtre du mec, c'est peut-être lui qui va déboucher par la création de la police temporelle, je sais pas quoi, mes couilles. Le truc, c'est qu'il y a quand même 900 ans d'écart, quoi. C'est quand même plus grave encore, plus tiré par les cheveux, il me semble, que l'histoire avec Laris. Donc du coup, moi je me dis, et si c'était quand même l'agent Duncan qui a un agent spatio-temporel undercover, même pour Picard et Guinan, ce qui serait quand même logique. Ça voudrait dire que Picard va réussir, donc ce dont personne ne doute, évidemment, va réussir donc de rétablir la ligne temporelle et l'USS Relativity est là, quelque part, pour être sûr et certain que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'à la fin, donc, je vous le dis, hein, je suis dans le déni, hein, pour moi, c'est ça qui va se passer, j'espère en tout cas, c'est qu'à la fin de l'épisode, enfin, à la fin de la saison, le spectateur saura ça, mais pas les personnages. Donc, pas Picard, pas Guinan, etc. Donc déjà, je trouve que ça serait mieux, plus intéressant de faire un truc comme ça. Et ce qui me fait dire aussi ça, un petit indice, alors peut-être que c'est moi qui fantasme, hein, mais peut-être que c'est vrai, c'est que quand même cet agent spatio-temporel, il apparaît pile poil au moment où Guinan fait son appel à Q avec son truc, quoi. Je me dis, si moi je suis un agent spatio-temporel, s'il y a un moment où dans la ligne temporelle je dois intervenir, ça c'est un pin quand même vachement intéressant. Parce que le gars, il arrive quand même 10 secondes après qu'elle ait refermé la bouteille. Voilà, donc à vous d'en juger, on en reparle dans 2 semaines. Est-ce que je surestime les scénaristes de Star Trek Picard ? On verra. Écoute, j'aurai une pensée pour toi quand ça n'arrivera pas. Merci beaucoup, ça me touche. Par rapport à ta théorie, en plus, ça pourrait résoudre aussi ce problème de ces agents-là qui sont placés pour surveiller ou aider une personne. Sachant qu'en plus, dans l'épisode dans lequel tu parles, Seven of Nine meurt un paquet de fois. Oui, exact, elle meurt 2 fois. Voilà, donc ça serait pas con qu'en plus, il soit peut-être même pas au courant que ça soit un agent temporel à ce moment-là, lui. Ça serait pas idiot, quoi. Sachant qu'en plus, en 96, ils ont oublié l'autre capitaine. Le capitaine de l'USS Relativity. Qui était mauvais, là, qui voulait détruire Voyager. Il est encore sur Terre à ce moment-là. Il me semble. À cette époque-là, alors ça, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épisode, mais il faudrait que je vois. Ok, ce serait pas con, ta théorie tiendrait, quoi. Après, s'ils étaient plutôt bons, ça tiendrait. Après, s'il y a l'équipe de Discovery dedans, tu peux te la mettre là où je pense. Voilà, c'est tout. On en reparlera, mais en plus, comme Seven connaît ce personnage-là, effectivement, le doute dans les personnages pourrait passer par le regard de Seven. Elle voit le mec, elle se dit, tiens, il me rappelle quelque chose, ce mec. À voir, on en reparlera. Donc, du coup... Voilà, on reste sur l'idée que pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que rien ne nous y fait vraiment penser, à part mon désir que ce soit le cas. Mais dans ces histoires d'interrogatoire, à un moment donné, il y a Guinan donc, qui est mise à part, et donc elle a justement une confrontation avec Q, qui est clairement, pour moi, une bonne scène, la meilleure scène de l'épisode. On est d'accord, là ? Ouais. Parce que les acteurs jouent bien, parce que l'histoire avance vraiment, parce que quand même, le but de la saison, c'est quand même pourquoi Q fait tout ça. Et donc là, on n'a pas tous les éléments de réponse, mais on en a quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? La meilleure scène, parce que j'adore Q, donc quand je peux le voir, moi je suis heureux, ça marche comme ça. Parce qu'enfin, on a des informations qui font avancer le schmilblick, contrairement à tout le reste.
qui est dispensable. Hein. Tout le reste, on peut ne pas le voir et passer à l'épisode suivant sans souci. Sauf la scène avec Q à cause des révélations. La seule chose qui m'a un peu dérangé, parce que je ne peux pas m'empêcher, je critique un petit peu, c'est quand il explique que ses pouvoirs sont en train de s'éteindre, alors qu'en fait, il a quand même beaucoup de pouvoirs, puisque là, il est parmi le FBI, il rentre quand il veut, etc. Donc, en fait, c'est quand ça arrange les scénaristes. Il y a des choses qu'il peut faire, d'autres qu'il ne peut pas faire, à géométrie variable. Donc, j'étais un peu dérangé par cet aspect, mes pouvoirs sont limités, mais je fais quand même ce que je veux. Ils sont limités, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants. Donc, Parce qu'on le voit comme ça, qui essaie de... Oui, il essaie d'effacer Guinan de la réalité. Voilà. Et puis il lui dit qu'il essaie de le faire sincèrement, les yeux dans les yeux. C'est très sympathique. Ça m'a fait penser que c'est vrai que c'est difficile d'établir une intrigue autour de Q, qui est un dieu omnipotent, omniscient, qui peut faire ce qu'il veut. Donc du coup, il faut forcément limiter ses pouvoirs. Donc ils ont trouvé cette explication-là. Mais en même temps, il faut quand même qu'il ait des pouvoirs pour permettre à l'intrigue d'avancer, ce qui donne lieu à une sorte de paradoxe scénaristique que j'ai cru ressentir à ce moment-là. Alors moi, je ne vois pas ça comme un paradoxe scénaristique, puisque dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 4, donc, on voit qu'il est étonné de perdre ses pouvoirs à ce moment-là. Donc c'est finalement relativement frais. Parce que l'intrigue, elle se passe sur à peu près 2-3 jours pour le moment. Donc voilà, pour moi, c'est oui, il est en train de mourir, donc il perd ses pouvoirs petit à petit, il perd ses facultés. Il perd ses facultés, il perd ses pouvoirs, mais il peut infiltrer le FBI comme il veut. Il peut donner un sérum incroyable à un scientifique. En même temps, Picard, sans être un dieu, il infiltre une soirée de gala. Enfin, tu vois, je veux dire, peu importe quoi. C'est vrai, on peut dire ça. C'est quand même un esprit supérieur, Q. Oui, non, il est quand même intelligent. Voilà, donc il peut manipuler les gens facilement, il peut peut-être bricoler des trucs. Enfin, il a une connaissance. Oui, il est omniscient aussi, quoi. Donc ça m'étonne. Après, tu me diras, il est omniscient, donc il pourrait se réparer lui-même, hein, au passage, quoi. Ça se mord la queue un peu. J'ai trouvé intéressant parce que du coup, ça continue à apporter du lore au Continuum Q. On avait pas mal exploré aussi dans Voyager. On sait que des Q peuvent mourir et qu'à la fin de Voyager, ils avaient introduit une naissance dans le Continuum Q. Donc il y a peut-être aussi cette idée de si tu introduis des naissances, il va falloir aussi réguler de l'autre côté en introduisant la mort, quoi. En réintroduisant la mort. C'est une continuité logique de l'arc scénaristique de Q dans Star Trek Voyager. Dans Star Trek. Pourquoi pas un petit final avec le fameux fils de Q qu'on avait vu dans Voyager. Ça pourrait être intéressant, surtout que celui-là connaît Seven of Nine pour l'avoir maté à poil. Oui, le petit malin. C'est vrai. Et du coup, elle pourrait lui retourner la tarte qu'elle n'avait pas pu à l'époque, quoi. Non, moi je trouve de toute façon Q, c'est le seul intérêt que j'ai à regarder Picard, quoi. C'est là, pourquoi est-ce qu'il a perdu ses pouvoirs ? Et limite, on aurait pu nous passer un peu les autres personnages. Hein. Tu vois, mais moi, je suis une d'accord. série avec Q qui est coincé à cette époque-là, et qui est obligé de faire appel à Guinan, et il essaye de comprendre pourquoi il a perdu ses pouvoirs. Il y aurait peut-être eu plus de profondeur, alors peut-être moins d'action, que de nous rajouter des tiroirs à tire-larigot. Alors on va rajouter une Renborg, on va rajouter toi t'es enfermé dans un camp pour migrants, toi tu n'arrives pas à faire ça, le vaisseau il est cassé, il y a les guerres eugéniques qui arrivent. Non, je suis et du coup tu perds des fois un peu le sens de ce que tu regardes. Et comment j'ai vu Q, ah oui c'est vrai il y a Q, j'avais oublié, il y a Q. Et... Comme on le disait la semaine dernière, on est dans cette saison 2, on est un peu dans le syndrome 24. La série 24 heures, chrono, c'est-à-dire qu'au bout de 2 épisodes, on ne sait plus de quoi on parle, quoi. Et on a un peu ça, mais c'est vrai que le seul intérêt, c'est pas qu'est-ce qui arrive à Q, on le sait, il est mourant. L'intérêt de la saison, c'est pourquoi Q a besoin de Picard et pourquoi il l'a balancé dans une dystopie, parce qu'il le dit bien, c'est pas lui qui l'a ramené, fait voyager dans le temps, c'est Picard qui l'a fait lui-même pour essayer de corriger le truc. Donc pourquoi au moment où il y a une Renborg qui se pointe dans l'épisode 1 et que le Stargazer va exploser, pourquoi Q à transporter Picard et ses potes dans une dystopie? En quoi ça peut l'aider? Tu parles de la Renborg, là, mais on a complètement occulté ce qui se passe à l'épisode 1. Je veux dire, ce personnage, qu'on ne sait pas que c'est une Renborg. On suppose que c'est une Renborg, quoi. Oui, on suppose. On suppose, on n'en sait rien. On a complètement oublié ça. Et j'ai l'impression, plus je vous écoute parler, plus je suis en train de me dire, il y a un syndrome Doctor Who dans cette saison qui est terrible. Alors, c'est Doctor Who Moffat ou pas Moffat? Un peu ce syndrome où dans un seul épisode, il va se passer 1 millier d'actions et le scénariste va nous dire « mais vous aviez pas vu que j'avais caché ça là, vous avez pas vu que j'avais caché ça là, mais en fait, un truc à la Bad Wolf, quoi. » Et en fait, c'était ça. Donc pas Moffat, on est d'accord. Donc, Russell. Mais du coup... franchement, j'ai l'impression qu'il y a un sacré syndrome Doctor Who, quoi, qui s'installe là-dedans. Je suis d'accord avec toi. À ceci dit, quand même, que moi, j'ai quand même l'impression... Alors, pour l'instant, c'est vraiment à l'instinct que je dis ça, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de fils qui sont tirés, mais j'ai quand même l'impression que, contrairement à la saison 1, ça va plutôt dans le même sens, quoi. Et un autre parallèle, tu vois, on se dit, Q, il a perdu ses pouvoirs, machin, ok, admettons.
on nous dit la reine Borg aussi. En fait, il y a un parallèle avec la reine Borg qui peut pas tout de suite assimiler tout ce qu'elle veut, ou elle a besoin d'aller sucer des batteries au lithium pour récupérer, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'elle fait, pour récupérer un peu de pouvoir. Et même comme ça, elle n'arrive pas à transformer des gens. Alors qu'on l'a vu dans First Contact, elle arrivait, elle te mettait une petite gratinure, elle avait déjà 10 000 drones. Quoi. Oui, mais attends, c'est complètement différent. Parce que justement, le parallèle que tu dis, il est très intéressant entre Q, parce que Q, il est mourant, alors que la reine Borg, là, à ce moment-là, elle est naissante. Ouais. Donc effectivement, on a un parallèle qui est plutôt intéressant. Et ça pourrait revenir à une théorie que j'avais sortie sur une très bonne chaîne YouTube qui est la mienne, comme quoi le Continuum Q serait à l'origine des Borg. Alors vas-y, développe-moi. Je me rappelle plus ce que j'avais dit, j'avais été brillant une fois, je peux pas être brillant tout le temps. Mais non, ouais, en fait, peut-être que Q se sent responsable de l'avancée des Borg et connaît la menace parce que son peuple en serait responsable de la création des Borg à un moment donné. Et que par exemple, une chose qui pourrait se passer, c'est que les Borg infiltrent le Continuum Q. Mais comme ils ont réussi à infiltrer l'espèce 8479, qui est dans un espace fluidique. Oui, mais c'est pas pareil. Les Q, ils sont quand même dans un niveau d'existence. Oui, mais par exemple, quand on voit que les Borg cherchent, bon là on est en train de perdre les gens, mais cherchent par exemple la particule oméga, cherchent aussi une sorte de métaphysique pour avancer dans d'autres. Et d'ailleurs, non, elle nous le dit au début là, Seven of Nine, que la reine Borg peut parler sur plusieurs niveaux de conscience dans plusieurs univers. Donc elle a accès au multivers et à d'autres choses. Ouais, ça c'est vrai. Mais ceci dit, comment l'assimilation elle pourrait fonctionner sur justement des entités. Effectivement, dans les livres, bon ça, il faut avoir lu les livres. Par exemple, on nous parle de Borg toliens. On nous parle de Borg extradimensionnels, quoi. Pourquoi pas ? Bon, après, oui, non, mais c'est un ce n'est que la vie d'un humble petit portugais, voilà. Ce serait intéressant parce que moi, j'avoue me poser la question depuis le début, que font les Borg ici, dans cette histoire, dans cette intrigue ? Ils ont l'air d'être un peu des invités. C'est le principe, ils ne devraient pas être là, on les a utilisés comme ça, mais je ne comprends pas l'utilité scénaristique des Borg, si ce n'est faire plaisir aux fans. Le fameux fan service. On aime les Borg, on a envie d'avoir des Borg. En plus, il y a une grosse inspiration de First Contact quand même dans cette série. Tu lui dis mieux que moi. Vas-y, redis-le pour voir. First Contact. Ah, bravo. Après, tu me payes. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ma paye un petit peu plus tard. Mais, Quelle paye? Non, voilà, les Borg dans cette saison, la reine Borg, je ne vois pas où elle veut en venir, ou je vois un peu trop bien où elle veut en venir, et je ne vois pas de rapport avec l'aventure de Picard et son propre développement à lui, le rapport à son enfance, parce que entre Q et Picard, il se passe quelque chose depuis le début de la série, donc là, c'est un peu pertinent finalement que Q revienne pour embêter Picard, certes, mais à la limite, j'aurais aimé que Locutus revienne, et que ce soit finalement lui qui soit contrôlé par les Borg, parce que là, ça aurait mis en cause Picard, qui est quand même le héros de la série, le protagoniste. Il donne son titre à la série, donc ça aurait pu être pertinent. Mais en tout cas, voilà, comme ce n'est pas le cas, depuis le début, je me demande pourquoi les Borg sont là, où on va avec eux, et de voir la reine Borg, alors c'est l'épisode précédent, je crois, qui casse une vitre. Dites-vous, j'ai regardé, apparemment, c'est 8 ou 9 millions de dollars par épisode, le budget. Tout ça pour voir la reine Borg qui casse une vitre. Alors, et après, la police qui vient, elle vient et on voit quelqu'un qui est en train de nettoyer les débris de la vitre. Le pire, c'est que donc, elle casse la vitre la nuit et le mec, il nettoie les débris seulement le lendemain matin. J'ai peut-être une solution pour le prix de l'épisode, c'est peut-être McKinsey qui fait les scénarios. Je me disais bien, ça me faisait penser un peu à un débat politique de les entendre parler comme ça. Oui, donc c'est vrai qu'au niveau du budget, on se dit, bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect Covid, donc on imagine que les assurances ont explosé. Donc ça, faut pas nier qu'avec quelqu'un comme Patrick Stewart qui a quand même 81 ans, on imagine bien que l'assurance, elle doit coûter une blinde, une putain de blinde. Ça plus le fait que pour tourner en Covid avec toutes les mesures sanitaires à prendre, forcément ça alourdit le budget. Mais aussi peut-être l'autre vraie explication, c'est ce qui nous attend en saison 3 où on a tout le casting de la nouvelle génération qui va revenir. On nous promet une tonne de vaisseaux, une orgie de vaisseaux. On nous promet. Donc on se dit. Ils ne seront pas copier-coller là, comme à la fin de la saison. Exactement. Si tu te souviens, dans le premier épisode de la saison 2 de Picard, ils n'étaient pas copier-coller, les vaisseaux qui apparaissaient. Donc là, on nous promet peut-être même un retour sur DS9. Enfin, on nous le tease, en tout cas, à demi-mot, quoi. Dis-moi des mots cochons comme ça. Donc on peut se dire que oui, tout le budget est passé dans la saison 3 à venir. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas oublier que la Reine Borg, pour revenir à la Reine Borg, elle apparaît avant Q et semble être le point de départ de l'arrivée de Q. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Et c'est ça le nœud. C'est pour ça que je dis que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, au moment de la destruction du Stargazer, Picard et ses potes sont envoyés dans la dystopie. En quoi ça peut aider Q ? Et c'est ça le vrai nœud de la saison, en fait. Une dernière chose, là, peut-être pour clôturer le sujet Borg. Moi, j'ai juste un problème à mettre des Borg.
Je crois que c'est en plus c'est Ronald D. Moore qui en parlait et qui disait qu'il voulait pas de Borg dans DS9 parce que plus tu mets des Borg, plus tu affaiblis le concept de Borg. Et c'est-à-dire que tu avais créé une menace invincible. Bon, tu l'avais une fois, ok, la chance. 2 fois, de la chance. 3 fois, ils sont nuls. Et donc, t'en fais plus des méchants. Et il disait, on a épuisé les Klingons comme ça, on a épuisé les Romuliens comme ça. Si on mettait des Borg, on va continuer à épuiser. Et là, encore une fois, il nous montre une reine Borg. Alors, on l'avait un petit peu vu dans Voyager, mais qui aime le plaisir, qui est un peu sadique, qui aime jouer avec les gens. Dans First Contact, elle était comme ça. Elle était comme ça, effectivement. Mais dans Voyager, elle était moins. Elle était plus calculatrice, c'était une vraie reine d'Empire. Et je trouve qu'en plus, elle avait peut-être pas grand-chose à faire là, quoi. Mais justement, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'effectivement, les Borg, c'est une menace qui est trop importante pour l'utiliser régulièrement. C'est pour ça que dans la nouvelle génération, ils l'ont peu utilisé, parce que c'est la menace suprême, quelque part. Sauf que ici, les Borg ont déjà été vaincus dans Voyager. Et là, quand la reine Borg arrive dans le premier épisode, les gens sont quand même étonnés de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et puis ils ont l'air d'être un peu affaiblis à la ramasse. Et là, elle est dans une position quasiment de faiblesse. Donc du coup, ça te permet, c'est une menace suprême en devenir à ce moment-là de l'histoire. Donc du coup, ça te permet logiquement de se dire bah oui, tu peux la réutiliser comme ça. C'est tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est plus tiré par les cheveux que le 100e retour des Daleks dans Doctor Who, si on veut revenir à Doctor Who, quoi. C'est un peu le même concept, quoi, la même façon de faire. Pour être pratico-pratique, ils ont 10 épisodes de 50 minutes, donc il faut étoffer, il faut trouver des éléments, il faut avoir des personnages. Et avoir une reine Borg pour les rues de Los Angeles, pour eux, ça les arrange. Et puis en plus, c'est quand même cette série un best-of de la Next Generation et d'autres séries. Et donc, d'avoir des Borg, d'avoir Q, d'avoir Voyage dans le temps, d'avoir des références à Premier Contact ou à d'autres, tant mieux, parce que ça plaît aux fans. Oui. Me semble-t-il que c'est peut-être un peu la logique derrière. Ah oui, mais c'est complètement la logique derrière, parce que dans le catalogue de Paramount, il y a Discovery, c'est pour choper des nouveaux fans, Picard, c'est pour satisfaire les vieux fans de la nouvelle génération, Strange New Worlds, pour les fans encore vivants de TOS, c'est ou plutôt pour les nouveaux fans, c'est comme un remake pour faire découvrir peut-être ceux qui sont rebutés par l'aspect vieillot de TOS. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et puis, il y a l'animation pour les jeunes adultes, enfin, l'animation adulte avec Lower Decks, un peu piquante. Pour les enfants avec Prodigy, effectivement, ils font vraiment des Star Trek pour tous les goûts. Donc, c'est clair qu'ils sont là-dessus, plus que de se demander de trouver un vrai truc à raconter. On est d'accord, d'après moi, cette saison 2 n'a rien à dire. Il n'y a pas de propos. C'est une série d'aventures avec beaucoup de coups de théâtre. Ça fait plaisir aux fans. Ça fait plaisir quand on cherche un divertissement, mais la série n'a rien à dire. Et ça, c'est dommage parce que j'avoue, j'étais un peu naïf, innocent. J'espérais que la série me raconte quelque chose. C'est vrai que, de toute façon, c'est un reproche qu'on fait beaucoup aussi à Discovery. C'est qu'ils font que, parler des choses en surface, des commentaires de SF, tous les sujets dont on pourrait parler, ils font que jeter ça comme ça en 5 minutes et puis après ils parlent d'autre chose, quoi. Et là Picard c'est un peu pareil parce que finalement l'attention elle est focalisée sur les coups de théâtre, les retournements de situation qui sont finalement que du remplissage, ce qui fait que du coup on croise les doigts pour Strange New Worlds et qu'ils reviennent vraiment à quelque chose d'un peu plus consistant avec des épisodes unitaires. Et donc voilà, donc là-dessus, on est clairement dans du divertissement. Et c'est dommage, en fait. Bon, là où ça se rattrape un peu plus sur Picard par rapport à Discovery, il me semble, c'est que ça approfondit des personnages qu'on aime bien, dont, quelque part, c'est un peu l'épilogue. Moi, j'avais été vraiment très, très frustré de Nemesis pour la mort de Data, parce que quand même... Tu spoil comme un bâtard. Donc, spoiler, le film Nemesis, qui a quand même 20 ans, plus de 20 ans maintenant, s'il vous plaît, hein, il y a prescription. Donc Data meurt, hein. Donc si vous avez vu la saison 1... Alors attendez, parce que si vous écoutez un podcast sur la saison 2 de Picard, c'est qu'on imagine que vous avez vu la saison 1 et que vous savez déjà que Data est mort. Tu rames. Donc dans Nemesis, Data, c'est un androïde qui a toujours voulu être humain. Et quelque part, il trouve l'humanité dans la mort et dans le fait d'engendrer, de devenir une race à part entière. Et ça, dans Nemesis, finalement, de la même manière, c'est survolé, c'est survolé dans des scènes coupées. Donc dans le film en lui-même, finalement, ça passe à là. C'est la mort de Data, elle paraît carrément gratuite, quoi. Alors que dans Star Trek Picard, justement, la saison 1, ils ont essayé de rattraper... Bon, ils l'ont pas très bien fait, mais les parties avec Data, il y avait quand même ce truc-là, quoi. Ce qui fait que pour moi, il rattrapait un peu un manque de l'époque, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, non ? Je vois tout le monde qui dit non de la tête. Moi, j'avais une question. La série a été écrite avant ou pendant le Covid ? La saison 2 ?
Avant. Enfin, à mon avis, c'était... oui, parce qu'en fait, ils devaient tourner, souviens-toi, la saison 2 de Picard, elle devait arriver début 2021. Ouais. Donc, mais on imagine qu'ils ont dû réécrire plein de trucs, puisque la pré-production, elle a été... tout a été décalé, donc on imagine qu'ils ont dû réécrire beaucoup de choses, en fait. On m'a fait une remarque par texto très pertinente. On m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un parallèle à faire entre la reine Borg, le fait qu'elle puisse infecter les gens, et l'épidémie qu'on a vécue? Alors, c'est intéressant, mais je me souviens que dans la saison 2... du coup, c'est sûr que la saison 2 a été écrite après le Covid. Déjà parce que, effectivement, pour des raisons de production, ça se voit au niveau du tournage. Mais parce que, justement, on avait parlé, Patrick Stewart avait dit dans une interview qu'au début, ils avaient mis l'idée de faire une saison 2 sur un virus qui pourrait ravager la galaxie, un peu comme dans un livre Super Star Trek écrit par William Shatner, qui était pas mal. J'oubliais le titre de celui-ci, mais il était pas mal. Je crois que c'était le deuxième, Super Star Trek. Et en fait, Patrick Stewart avait dit, finalement, on a changé d'avis parce qu'on s'est dit que les gens, ça allait les gaver d'avoir une histoire d'épidémie, de pandémie galactique. Donc du coup, cette idée a passé à l'as, et puis du coup, on imagine qu'ils ont changé leur braquet et que ça a donné la saison 2 qu'on connaît, quoi. Voilà. Je ne suis pas dans les petits papiers des producteurs, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, moi, le drame pour moi, c'est environ 2009 quand les nouveaux films sortent, car on est toujours dans cette ère-là, en fait. C'est les Star Trek en mode action, en mode aventure, où on va plus explorer, on va plus découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, de nouvelles races. On brasse les anciennes, on refait du déjà connu, mais comme c'est une nouvelle timeline, on peut se permettre de changer des choses, et on fait beaucoup de fanservice, avec beaucoup d'action et une mise en scène effectivement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne qu'autrefois. Et donc depuis le premier film 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même principe malheureusement. Donc si je suis cette logique, j'ai bien peur que la nouvelle série s'inscrire dans cette logique-là. Oui et non, parce qu'effectivement, il y a déjà des trucs de fanservice. On nous fait ramener une descendante de Khan, etc. Donc des trucs un peu pétés. Mais on voit bien dans les bandes annonces, en tout cas, qu'il y aura un peu du neuf. Et pour temporer ton propos, qui est tout à fait juste, les séries d'animation sont justement finalement le vrai nouvel essor de ces nouveaux Star Trek. C'est que Star Trek Lower Decks ou Prodigy, comme on l'a dit tout à l'heure, eux inventent vraiment de nouvelles choses et écrivent à l'ancienne, c'est-à-dire à la façon des années 90. Donc on a des épisodes unitaires, mais on n'oublie pas qu'on a quand même un fil rouge. Et c'est un peu un mix, et eux, ils s'en sortent beaucoup mieux que les séries live-action, quoi. Et sachant que Strange New World avait dit que ça ne serait pas du tout sériel. Que ça serait mais ça serait de la même façon. En fait, voilà. ils ont dit... Il n'y a pas de fil rouge, en plus. Si, il y aura un fil rouge, ce sera comme la nouvelle génération. C'est-à-dire que tu as des épisodes... Pardon ? Explorer des nouveaux mondes. Oui, voilà, c'est un épisode, une histoire, mais il y a quand même l'évolution des personnages qui... comme la nouvelle génération, pareil, où tu avais des histoires différentes, mais que les personnages évoluaient quand même, et n'oubliez pas ce qu'ils avaient vécu précédemment, quoi. Alors après, pour temporer un peu ce que tu dis, aussi, c'est l'époque qui veut ça, quoi. On est dans une époque d'introspection, de retour sur l'humain, de se méfier de l'humain, de ce qu'il peut faire de pire. C'est un peu comme dans les années 90, au début, quand il lance Star Trek DS9 avec ce côté de la remise en cause du système capitaliste qu'on avait mis en place, qui était censé résoudre tous nos problèmes, et on en voit les limites dans DS9 ou dans Voyager, quoi. Là, c'est un peu... c'est la série qui résume son époque. Je pense que dans 20 ans, quand on regardera cette série, on se dira oui, on était très, très dark, très sombre dans cette année-là, parce qu'on croyait qu'on n'allait pas s'en sortir, quoi. Et je pense que c'est aussi ça un peu la force des Star Trek, c'est d'être aussi un reflet de l'époque dans laquelle c'est tourné, quoi. Bien sûr. Voilà, je serai plus brillant, je vous le promets. Je vais arrêter d'être intelligent, voilà. Bon, on va retourner un peu quand même à l'épisode, parce qu'on a d'autres séquences qu'on a oubliées. C'est la séquence entre Corey et Q, qui lui fait comprendre un truc que bizarrement elle n'avait pas déjà compris dans l'épisode précédent. Parce que oui, donc là on est clairement dans du remplissage, c'est-à-dire que le personnage de Corey découvre avec des vidéos, on comprend tout de suite, d'ailleurs nous on l'avait déjà compris bien avant, que c'est qu'une expérience, et il y a eu des clones d'elle qui n'ont jamais survécu précédemment. Et là visiblement elle a besoin quand même de Q lui mettre les points sur les i, quoi. Et donc on a une scène après avec Brent Spiner aussi où c'est pareil, ça va clairement là où on pense que ça va, et puis elle va partir, et donc le docteur Adam Song, lui, du coup il va s'allier avec la reine Borg, parce que maintenant visiblement il n'a plus rien à péter, quoi. Mais vraiment le cliché, le stéréotype du savant fou, en plus il s'appelle lui-même savant fou, qui se compare à Dieu et qui appelle chacune de ses filles, de ses créations, comme une des enfants de Zeus, etc. C'est le pire cliché qui puisse exister dans le cinéma et les séries de science-fiction, et il est utilisé sans second degré. Et donc ça, pour moi, ça fait partie des choses assez insupportables. Et de voir malheureusement ce personnage qui déjà n'était pas très intéressant dans la première saison, même si ce n'est pas techniquement le même, qui prend conscience à 2 à l'heure, il faut le dire, de ce qui se passe. On ne sait pas où ça va d'ailleurs, on ne sait pas où on va avec cet élément de l'histoire, sans doute pas très loin.
Ils vont raccrocher les wagons à la fin de la saison, certes, mais je ne crois pas que ça aura au final une importance majeure. Je pense qu'effectivement, je suis bien d'accord pour dire qu'on est dans le registre du remplissage. Mais ça fait toujours plaisir de voir l'acteur Brent Spiner qui est ici et qui a un rôle très différent de Data, qui joue les fous, qui joue les méchants et qui les joue malheureusement peut-être très très bien. Ouais, mais alors, pour dire, il est quand même dans le registre, il est un peu dans la filiation des autres Song précédents qu'on a vu dans Enterprise, qui étaient déjà des savants fous, et puis dans la nouvelle génération. Donc pour moi, je suis pas, je vois ce que tu veux dire, mais moi ça me dérange pas dans le sens où effectivement ça fait partie de l'ADN de cette génération, enfin de cette famille, quoi. Ouais, pourquoi pas, quoi. Mais par contre, je suis pas d'accord pour dire que ça n'a aucun intérêt avec l'intrigue, puisque le point de dystopie vient de Song. Et de René Picard, visiblement. Mais surtout de Song. Je te le disais dans notre précédent podcast, le point de dystopie 2024, c'est la réélection de Trump. Parle pas de malheur. Tu vois, j'ai dû réécouter ton podcast l'avant-dernier pour... j'avais par exemple pas compris du tout que c'était la statue de Song dans l'épisode où ils sont dans la dystopie. Tu vois, j'avais pas du... Ok, on arrive. J'avais pas du tout compris que c'était la dystopie de Song. Et puis alors je me disais, est-ce que en introduisant ce personnage, on va nous expliquer cet épisode avec Enterprise où on se demande si ce Song-là, ça va être le créateur de Data ou un ancêtre du créateur de Data. C'est le grand-père du créateur de Data, a priori. On ne sait pas, justement. On le sait, oui, c'est pas précisé, mais ça serait logique de dire quand que c'est... on voit que la femme de Song, elle sait même pas que c'est une androïde, on pourrait se poser des questions, quoi. Puis je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à faire un arc ? Après, je vais vous dire un truc, je vais peut-être être détestable. Je pense qu'Isa Barnes, donc l'interprète j'ai oublié son nom là, dans cette saison de la brune, Isa Barnes, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice, elle joue le rôle de Corée. Voilà. Je pense qu'ils l'ont mis parce qu'il fallait mettre une jeune, quoi. Non, mais vraiment, je veux dire, ils l'ont mis. Elle avait porté bien la saison 1 dans l'épisode d'avant. Et je pense que c'est un calcul en disant, si on la met pas dans la saison 2, on risque de perdre le public jeune. Non, quoi. Je pense que c'est plus simple que pragmatique que ça. T'as un acteur, t'as signé pour une série, t'es obligé d'être dans la saison 2. Elle était au début. Tu vois, moi, ça me gênait pas. On la voit au début. Donc on voit qu'elle a close. Non, mais t'es obligé de la voir dans plus d'épisodes. Parce qu'elle sert à rien. C'est comme Elnor. Tu vois, la scène de flashback de Raffi, elle ne sert à que dalle, parce que ce que dit Raffi, comme quoi les manipulatrices, etc., que Elnor avait Starfleet parce qu'elle l'a poussé quelque part, il suffit le dire en une réplique, il n'y avait pas besoin de se taper une scène de flashback pour le voir. Cette scène-là, c'est du remplissage, mais c'est aussi sa principale fonction, c'est de faire apparaître l'acteur, qui par contrat doit y apparaître. Oui, mais la grande qualité d'Elnor, c'est qu'il est mort, là. Oui, il est mort, mais on se tape des scènes de flashback dont on se fout. C'est pire. Ouais, je sais pas, moi je trouve que ça n'amène pas grand chose, et puis je trouve que pour les gens qui connaissent pas Star Trek, ça va les embrouiller. Parce que quand ils vont revoir les autres descendants de Song, ils vont pas comprendre. Là, on s'aperçoit qu'il y a une. C'était déjà pas clair. Ouais, voilà, on s'aperçoit qu'il y a une coalition entre la Reine Borg et Song, et on va pas comprendre pourquoi Song finalement dans Enterprise va choisir d'élever des surhommes, quoi, et pas des androïdes ou des hommes cybernétiques. Bon, peut-être qu'on va nous l'expliquer, mais voilà, je trouve que c'est rajouter des choses pour le fan service, là. Tu vois, je préfère avoir un petit vaisseau dans un coin. Tiens, on a pensé à toi, le fan. On a fait une petite référence. Bon, tu l'as vu, tant mieux, que de rajouter des trucs ou des personnages pour rajouter des... Mais c'est vrai ce que tu dis, de toute façon, c'est clairement dans l'époque par rapport à la production des séries télé. Moi, j'écoutais le podcast de l'Outrider sur Star Wars, donc le livre de Boba Fett. Ils avaient à peu près les mêmes conclusions que nous, c'est-à-dire... Les mecs, ils font que du fan service, ils oublient de raconter quelque chose. Et Star Trek, Star Wars, finalement, mènent combat, quoi. Donc oui, c'est pour ça qu'on espère qu'ils vont en sortir de ça. Parce que là, le fan service, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça suffit pas, quoi. Le problème, c'est pas que le fan service, c'est le remplissage, donc, parce qu'ils veulent faire 10 épisodes, ils veulent faire 10 000 séries Star Trek, parce qu'ils ont besoin d'avoir un catalogue pour leur plateforme de streaming, et Star Trek est parfait pour ça. C'est ça aussi la logique derrière. C'est plus le contenu que le contenant, quoi. Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils pourraient faire les choses correctement quand même. On est bien d'accord. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, sur le long terme, si tu fidélises pas par la qualité de ton catalogue, les gens ils vont partir. Donc, on sait, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Mais bon,
ça va pas durer, quoi. Mais il y a l'effet catalogue, en tout cas durant les premières années, qui est les gens vont tester pendant un mois gratuit la plateforme et ils voient qu'il y a 15 000 séries, 150 000 films, sans se poser la question de la qualité, parce que la logique, c'est s'il y a autant de films et de séries, je trouverais bien quelque chose qui me Bien plaira. sûr. C'est pour ça que je pense que Star Trek Deep Space Nine sera refait en HD avec des nouveaux effets spéciaux pour le catalogue de Paramount+, parce que c'est clair que tu fais un truc comme ça, les gens ils vont s'abonner que pour ça limite, quoi. Donc, et ça fera presque comme une nouvelle série finalement pour les gens qui pourraient la découvrir, parce que c'est vrai que la qualité sur Netflix pour l'instant est assez dégueulasse. Bah, du coup, est-ce qu'on on n'a pas fait le tour? Il reste la scène entre Seven et Raffi. Enfin, moi, elle me semble plutôt pertinente par rapport au personnage, mais ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de nous expliciter les choses à ce point-là? Parce que c'est vrai que, par exemple, quand Seven, elle fait une sorte d'analyse de la Reine-Borg, finalement, quelque part, elle parle d'elle-même, et ça explique le fait que son couple avec Raffi ne peut pas vraiment... Enfin, son couple a des problèmes, en fait. Moi, je trouvais que c'était plutôt sympa, mais c'est toujours bizarrement amené. Les éléments intéressants comme ça sont toujours mis à des moments qui ne sont pas opportuns, et... Pour cette scène-là, j'avoue que Michelle Hurd, elle joue pas très bien la nana qui se fait étrangler. Parce que c'est vrai que... Non, mais après, quand elle descend, elle met juste sa main sur son cou. Et alors, normalement, quand tu te fais étrangler, il se passe autre chose, en fait. Comme on le dit en catch, elle vend pas bien. C'est ça. Eh ben, je pense qu'on est pas mal, hein. Oui, moi je suis absolument d'accord avec toi, en tout cas, pour dire que c'était pas le bon moment. Oui. Ça me semblait vraiment inopportun, je pense que c'est le bon terme. Il y avait d'autres moments, à mon avis, où il se passait moins de choses, et elles auraient pu prendre le temps, justement, de parler des choses de façon peut-être plus subtile. J'aime pas quand un personnage parle de lui-même et dit « tu comprends, j'ai été traumatisé par mon père », ou Picard, finalement, c'est mon père de remplacement. Pourquoi pas? Non, Moi, j'aime bien quand on me le fait comprendre, sans avoir simplement à me le dire, avec une phrase, surtout quand c'est le personnage. Moi, il y a peu de gens, j'ai rencontré peu de gens dans ma vie, mais c'est peut-être moi, qui m'ont dit, tu comprends, lui c'est mon père de remplacement affectif parce que j'ai pas eu de père moi-même dans mon enfance. Je l'ai compris de certaines personnes, mais rarement ils sont venus d'eux-mêmes. Oui, mais c'est des personnes avec qui tu es intime. Alors, quand on est intime, quand on boit un petit peu à petites heures de la nuit, Bon, écoute, peut-être. on va faire ça tout à l'heure au restaurant, on verra. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? J'ai oublié. Oui, si. En fait, moi, je pense que cette saison 2 de Picard, et peut-être même comme la 1, ce qui aurait été intéressant de faire, c'est de centrer clairement des épisodes sur des personnages. C'est-à-dire faire un épisode Raffi Seven, Jurati, Rios, et se foutre en fait de la chronologie. C'est-à-dire, on fait toute la chronologie de Jurati, et les scènes d'interaction qu'elles ont avec les autres, on les comprend pas forcément, parce qu'il nous manque des pièces du puzzle. En gros, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, on aurait eu certaines scènes qu'on aurait revues plusieurs fois, et en fait, on aurait eu les points de vue de chaque personne. Et c'est qu'au bout de quelques épisodes qu'on comprend clairement ce qui se passe, quoi. Je pense que c'est un truc comme ça qu'ils auraient dû faire pour un truc plus thématique, parce que comme on l'avait dit la semaine dernière, l'épisode avec l'introspection de Picard, ce truc un peu fantaisiste qui se passait dans sa tête, pourquoi pas, si ça avait été un épisode autocontenu, et balancer ça, par exemple, au milieu de la saison, pourquoi pas? C'est mystérieux, on nous explique rien, et c'est en voyant les autres épisodes avec les autres personnages qu'on comprend finalement le lien, et hop, et ça nous fait dérouler ça jusqu'au final. Je pense que du coup, avec la même histoire, mais remontée différemment, peut-être que l'histoire, ça aurait été plus captivant en fait. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en règle générale, ils auraient pu prendre un peu le temps pour approfondir les choses, compter moins sur la quantité, le quantitatif. Il faut d'écouter à des rebondissements toutes les 5 minutes avant la coupure pub pour nous permettre de suivre un peu plus les relations entre les personnages. Cette médecin hispanique et ce qu'elle fait dans sa clinique, par exemple. Je suis désolé, je reviens beaucoup à cette thématique-là, mais vous avez compris que c'est ça, moi, qui me plaisait beaucoup. C'est pas du tout parce qu'elle est jolie. Non, pas du tout. L'agent du FBI Wells qui sort de nulle part et qui repart nulle part, c'est dommage, on aurait pu le voir plus tôt. On aurait pu le voir qui menait son enquête et qui se rapprochait progressivement de nos héros, par exemple. Ça aurait été intéressant. Donc, ils ne le font pas malheureusement, mais je suis absolument d'accord avec toi que ça aurait été une stratégie au niveau qualité qui aurait payé. Ouais, je pense, et parce qu'en fait, du coup, ils comptent au niveau du suspense pour accrocher les gens sur des rebondissements qui sont souvent tirés par les cheveux, parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes, les histoires de base, sur le papier, elles sont bonnes. Ce qui ne va pas, c'est que pour captiver, ils font plein de rebondissements qui, souvent, ils se prennent les pieds dans le tapis, dans le canon, ou même dans une logique interne. Et puis même des fois, ils font des trucs qui sont très clichés, et du coup, on s'en fout. Alors que du coup, avec ce que je disais, faire donc un épisode thématique et puis sans expliquer ce qui se passe d'épisode en épisode, on avait quand même cette aura de mystère, puisqu'on voit des scènes, des actions, mais dont on ne comprend pas le sens puisqu'on n'a pas la vision d'ensemble. Donc du coup, ça aurait été une manière de faire fonctionner le suspense sans faire d'appliquer des mystery box et des retournements de situation un peu tirés par les cheveux, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? Qu'est-ce que vous attendez du final? Parce que là, il nous reste 2 épisodes.
Et de savoir qui était cet étrange personnage dans l'épisode 1. C'est une reine morte, mais laquelle ? Laquelle, voilà. Et puis, non, rien d'autre, quoi. Enfin, ah oui, à savoir si l'autre, elle est enfin partie dans l'espace sur la mission Europa, parce qu'apparemment, on l'a complètement zappé. Je vais pas bien, si tu vas bien, prends ta fusée. Ok, bon, bah allez, let's go. Voilà, mais on sait pas plus. Alors, c'est pas plus, et voir ce que, allez, à la limite, ce que va devenir Song. Enfin, ça peut être intéressant sur la fin. Est-ce qu'en partant, ils vont déclencher, sans le vouloir, être eux-mêmes responsables des guerres eugéniques ? Ça pourrait être intéressant, quoi. Moi, c'est de revoir Q et de comprendre le fin mot de l'histoire. Pourquoi, qu'est-ce que cherche à faire Q exactement, avec à nouveau cette histoire de procès, etc. Donc, est-ce qu'il cherche à se venger de Picard ? Est-ce qu'il cherche à faire en sorte de développer cette amitié ? On a l'impression qu'il veut toujours être l'ami de Picard. C'est vraiment le boulet par excellence, Q, quoi. Donc, est-ce qu'il va finalement y arriver ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va réussir à émouvoir Picard avec sa propre finitude, sa mort à venir, je ne sais pas, mais ça m'intéresse. Et puis aussi voir comment ils vont faire la transition vers la saison 3, qu'on nous annonce incroyable, tu le disais toi-même, avec tout le retour de tout le cast de Next Generation. Donc savoir à quoi va ressembler la fin et à quoi va ressembler la transition. Est-ce qu'on va commencer à nous l'annoncer ? Je pense pas qu'on aurait une transition. Souviens-toi, la saison 1, il n'y a pas de transition vers la 2. C'est, les saisons 1, elle aurait très bien pu se suffire à elle-même. Je veux croire. C'est bien joué. Justement, on va profiter du fait qu'on a un public. Alors, qui a vu l'épisode dont on a parlé ? J'imagine que tout le monde l'a vu. Voilà. Non, presque tout le monde. Donc, qui a aimé l'épisode ? Levez la main. 1, 2, 2,5. On va dire 2,5. Et qui l'a aimé moyennement ? Voilà, 2. Et qui l'a détesté clairement ? Il y en a qui n'ont pas levé la main. Ok, bon, non, ne se prononce pas. Bon, on va pas vous juger. Hein. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé. D'ailleurs, vous avez entendu, il y en a plein de choses à lui reprocher. Donc, visiblement, les gens ont l'air d'avoir plutôt aimé. Hein. Peut-être qu'on est des vieux cons, alors je sais pas. Je pense que un œil néophyte apprécie cette série parce que, justement, il est peut-être pas parasité par tout le lore qu'on a. Et souvent, je le dis, on a un défaut, c'est qu'on regarde avec les yeux de fan. Et du coup, on n'est pas content. Et donc, du coup, effectivement, c'est pas non plus écrit... c'est pas la série du siècle, quoi. Mais on regarde avec nos yeux de fan et on voit tous les défauts. Alors que des néophytes, eux, vont pas se poser tant de questions, quoi. Et peut-être ils vont apprécier mieux que nous. C'est une très bonne conclusion. De on va passer aux actus. Alors toi, conclueur professionnel, vous pouvez m'appeler pour les bar mitzvahs. Justement, du coup, tu vas garder le micro. Quoi de neuf là ? T'as lancé plein de nouveaux trucs là pour ta chaîne YouTube et. Me mets pas la pression. T'as annoncé des trucs. Maintenant, il faut les faire. Alors, tu vas nous dire ce que c'est. Tous les mardis et tous les jeudis, la chaîne Twitch reprend du service. On ne joue qu'à des jeux Star Trek, des vieux jeux et des jeux comme Star Trek Online pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer. On ne parle pas de choses qui fâchent. Sachant que même avec le code, je galère. Même avec les codes de triche, je galère. Non, mais il a mais l'autre jour, j'ai passé 2 heures avant de comprendre qu'il n'y avait même pas un pixel pour me différencier un mur d'une porte, quoi. Bref. Voilà, je m'énerve. Oui, il est super, mais super dur aussi. Donc là, en ce moment, c'est Star Trek Away Team. Un petit jeu qui marche un peu comme Diablo, donc c'est assez intéressant. Puis les jeudis, c'est du Star Trek Online et du blabla, et notamment les émissions avec Rémi qui vont reprendre. Et puis, on va essayer de reprendre aussi Star Trek Historia avec pas mal de contenu un peu moins long que d'habitude. Et surtout, parce que vous me posez des questions, je me dis, ça ferait un bon épisode pour expliquer les choses aux gens. Donc voilà. Et les autres projets. Du coup, prochain sujet, je te propose, je te soumets les guerres eugéniques, justement. Allez. Là, je finis l'épisode sur l'Enterprise C. Ah, bien. Voilà, parce que j'avais fait l'Enterprise B. Et puis, j'avais prévu les Andoriens. Parce que c'est un peuple dont on ne parle pas beaucoup. Ouais, mais qu'on voit de plus en plus quand même dans les nouvelles séries. Donc, histoire d'être un peu raccord, voilà. Mais oui, pourquoi pas, les guerres eugéniques, ça sera pas long ou plus. C'est des méchants, ils sont plus grands que nous, ils nous tapent et ils sont pas gentils et ils sont partis. Voilà, fin. Et toi, Mehdi ? Moi, je peux parler d'une chose, peut-être un colloque que je vais organiser en octobre sur un des premiers films écolos et de science-fiction qui nous parle de réchauffement climatique, qui nous parle de surpopulation, qui nous parle de pollution, qui nous parle d'autoritarisme, qui nous parle de beaucoup de choses, qui date de 1973. Je nommé Soleil Vert.
que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu. Soleil Vert, qui est un film qu'on décrit parfois comme étant prophétique, à tort ou à raison, souvent à raison. Et Soleil Vert qui se situe en l'an de grâce 2022. Donc il est grand temps de faire le bilan, de se retourner et de voir si 2022 ressemble vraiment, malheureusement peut-être, à Soleil Vert. Donc ce sera début octobre à Paris. Vous êtes tous les bienvenus pour notre colloque Soleil Vert. Ouais, et moi, je te retrouve demain matin parce que, du coup, toujours dans les Intergalactiques, alors même si c'est un podcast qui sera disponible que le 13 octobre prochain, sur le pilote de X-Files. Avec grand plaisir. Voilà, et ça sera donc le premier podcast d'une série de podcasts qu'on fera tous les mois, tous les 13 de chaque mois, sur le Coin Pop, pour fêter dignement les 30 ans de cette magnifique série. Oui, parce qu'on s'est rencontrés tous les deux sur Internet il y a plus de 20 ans, car on était d'immenses fans de X-Files et on a passé oui, j'osais pas le dire, mais je pense que les gens ont compris. Donc voilà, 20 ans plus tard, de pouvoir faire le bilan et parler de X-Files encore et toujours, ça me fait très plaisir. 30 ans. 30 ans. Ouais, ça nous rajeunit pas, mec. Non. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.